Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui on va être ensemble pour une nouvelle vidéo top 10. Top 10? Hey, c'est parce que ça m'intéresse. Hey, salut JP. Hey, salut Prof Board Game, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je vais en faire une vidéo top 10. Ben, c'est une bonne idée, hein? On pourrait faire ça à deux. À deux? Ben oui. C'est une méchante bonne idée ça. Voyons, qu'est-ce que vous faites là, les gars? Professeur Board Game, JP de l'école du jeu. Qu'est-ce que vous faites là? Ben non. T'es en train de parler pour faire un top 10 ensemble, là? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Le problème, c'est que vous êtes chez moi. On est chez eux? Ben oui, puis je m'en venais avec une top 10, moi aussi, là. On l'a fait ça à trois. Bon, ok, tu peux venir, là. Bon, c'était quoi votre liste, vous autres? On n'avait pas vraiment décidé. T'as-tu une idée? Moi, j'avais préparé une top 10 euros. Oh, connais-tu quelque chose là-dessus, toi, les euros? Ouais, un peu là. Toi? Ben, ma liste est déjà faite. Ah ben oui, moi aussi. Bon, ça donne bien. On y va avec ça. Top 10 jeux euro. Bienvenue à cette vidéo top 10 des jeux euro. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être accompagné de JP et Ticlou, qui sont eux aussi des YouTubers des jeux de société au Québec. Yes. Veux-tu que je commence? Ah oui, allons-y. Moi, je dirige l'école du jeu, une chaîne YouTube où est-ce que justement je présente des jeux à travers de vidéos règles, où est-ce qu'on passe en revue un petit peu de façon sommaire les règles de base de certains jeux. Puis la structure de ma chaîne aussi, j'ai une vidéo en lien avec le jeu qui a été exposé, où est-ce que je fais tout simplement donner ma petite critique personnelle sur personnellement comment je trouve ce jeu-là avec mon vécu, mon expérience. Puis c'est ce que vous avez besoin de savoir. Mon côté, c'est Ticlou, de la chaîne Mes Partis Pris. Donc, moi, c'est de la critique vidéo des jeux de société, de divers jeux, divers mécaniques. Puis, j'aime bien aussi sortir des jeux qui datent d'un petit peu plus longtemps. Puis dans le fond, dans mes vidéos, hein, comme vous avez pu voir au travers des vidéos, c'est de l'explication brève des règles et c'est surtout mon opinion sur qui va aimer les jeux et si c'est des bons jeux pour vous. Donc c'est pour vous guider au travers votre démarche personnelle de quête de jeux de société. Aujourd'hui, on a choisi de faire un top 10 sur les jeux euro parce que JP et Ticlou sont des grands fans des jeux euro. Alors, pouvez-vous expliquer c'est quoi un jeu euro? Ben oui, un jeu euro, en fait, c'est connu particulièrement pour des mécaniques qui vont faire en sorte que les joueurs n'auront pas nécessairement à s'affronter puis à s'arracher la tête les uns les autres. Il n'y a pas un conflit qui est direct en général entre les joueurs. Alors c'est plutôt de la compétition où est-ce que les joueurs vont justement se battre pour ramasser des ressources, pour s'avantager eux. Puis souvent, la façon de bloquer l'autre, ben, ça va plutôt être de tout simplement prendre quelque chose qui l'aurait avantagé. Mais en aucun cas, on peut vraiment comme détruire la partie de quelqu'un avec cet affrontement-là, si on veut. Puis ça m'amène au deuxième point aussi. Dans la plupart des euros, il n'y a pas d'élimination de joueurs en cours de partie. Alors, en fait, quand on joue, si on joue tous les trois, ben, on va jouer tous les trois jusqu'à la fin. Il n'y aura pas un joueur qui, après 15 minutes, va être éliminé puis qui va attendre à côté de la table que les deux autres finissent. Côté thématique, côté composante, un jeu euro est souvent, au niveau de la thématique, c'est une thématique qui est intégrée peut-être dans les mécaniques, mais souvent qui est plaquée sur le jeu. C'est-à-dire qu'on pourrait jouer au jeu, donc de traverser les mécaniques puis de faire le jeu en tant que tel sans nécessairement avoir le sentiment que on est dans la thématique que le jeu veut nous présenter, quoique ça change de plus en plus maintenant. Les thématiques refont surface de plus en plus. Et au niveau des composantes, on a souvent des jeux avec des pièces de bois, des petites pièces en carton. On n'aura pas nécessairement toute la panoplie de dés, hein, puis toutes les figurines de jeux de plastique. Ça sera plus simple comme composante. Tu as parlé des dés, ça me fait penser justement dans certains jeux où est-ce qu'on est habitué, rouler des dés, souvent on vise d'avoir un résultat qui est élevé, puis souvent rouler un 5 ou rouler un 6, c'est synonyme de bons résultats, de succès. Dans un jeu euro, souvent quand on lance des dés, ça va avoir
Ben, en fait, il y a un aspect de chance quand même dans le résultat, mais le résultat sur le dé est souvent associé plutôt à un résultat dans le jeu. Par exemple, le 1 est associé à telle action, le 2 est associé à telle action, puis dans la majorité des jeux euro, il n'y a pas nécessairement de conséquences à rouler un 3 plutôt qu'un 4. Voilà, c'est ce qui définit un petit peu un jeu euro pour ceux qui sont un peu moins familiers. Alors, vous êtes prêts? On passe ça? On passe ça. Allons-y, top 10 jeux euro. Fait que, avant de commencer notre top 10, les gars, je sais pas si vous êtes d'accord, mais j'irai avec une mention honorable. C'était quand même pas facile de trouver un top 10 pour des jeux euro. Il y en a beaucoup. Et il y en a un, entre autres, moi j'aimerais mentionner, qui fait pas partie de ma liste parce que j'y ai joué hier soir en compagnie de l'école du jeu. Je suis coupable. Donc, ça vaut la peine d'être mentionné. Il fait pas partie de ma top 10, mais dans le fond, c'est le jeu Les Voyages de Marco Polo. Qui est sorti dans la dernière ou les 2 dernières années. Et puis, c'est un jeu où la mécanique principale, c'est le placement de dés. Donc, au lieu d'être un placement d'ouvriers, c'est un placement de dés. Donc, on roule nos dés et on les distribue au travers le plateau pour obtenir différents avantages. Ce qui est intéressant de ce jeu-là, c'est aussi une course. Le jeu se termine quand même assez rapidement. Il y a quelques rondes seulement. Ça va vite et c'est une course à voyager au travers, si je me trompe pas, JP, c'est au travers de l'Asie? Oui, c'est ça. C'est comme il y a une partie de l'Europe, il y a une partie de l'Afrique, puis il y a l'Asie. Et ça, et à chaque place qu'on arrête, dans le fond, les dés vont nous permettre de voyager, faire différentes actions, et chaque place qu'on arrête sur le plateau va nous donner aussi d'autres avantages pour mieux gérer notre machine de points. Alors, les voyages de Marco Polo, pour moi, étaient un gros hit hier soir. Donc, c'est ma mention honorable. Surprise! Bon choix. Pour ma part, ma mention honorable va être le jeu Blood Rage. Pourquoi c'est ma mention honorable et qui fait pas partie de mon top 10? Parce que il y a beaucoup d'éléments euro, mais je pense qu'au final c'est un jeu qui est hybride. Donc il fait vraiment des mécaniques qui sont liées au jeu Ameritrash puis au jeu euro. Matcher ça ensemble, donc on a quand même de la confrontation, des figurines, mais c'est quand même un jeu où il faut faire des points à chaque tour. On a le draft aussi pour aller chercher les cartes. Il y a un paquet de façons de faire des points, ça peut être en pillant, ça peut être en envoyant nos soldats au Valhalla. Alors il y a quand même beaucoup d'éléments euros, je trouve, donc je voulais le mentionner comme mention honorable. Bon jeu. Un bon exemple d'un hybride, effectivement. De mon côté, la mention honorable ira à un jeu que, en fait, quand j'ai choisi ma mention honorable, dans mon top 10, je voulais avoir joué à ce jeu-là au moins 2 fois. Puis il y a un jeu que j'ai trouvé excellent, qui aurait certainement fait mon top 10, mais je n'y ai joué qu'une seule fois. Il s'agit de Scythe. Alors, pour cette raison, parce que j'y ai pas joué plus qu'une fois, même si c'est un excellent jeu qui regroupe beaucoup d'éléments que j'adore, Scythe ne fera pas partie de mon top 10, honte à moi, mais je lui donne quand même ma mention honorable. Il mérite une petite médaille. Mon numéro 10, c'est un jeu que ça fait quand même plusieurs années qu'il est sur le marché. C'est le jeu Cléopâtre et la Société des Architectes. Dans ce jeu, vous devez construire le temple de Cléopâtre. Chacun des joueurs incarne un architecte. On a vraiment des pièces qui sont en 3 dimensions pour faire les murs, les statues, les piliers, le trône de Cléopâtre aussi. Donc les composantes sont vraiment très belles. C'est un jeu où on va même utiliser la boîte du jeu à l'envers qui représente le palais. Puis on construit les choses par-dessus et autour, la cour aussi avec les statues. Alors vraiment une bonne intégration de ça. Côté mécanique, c'est un jeu où on va avoir des cartes en main. On va devoir aller acheter des cartes. Donc on a une espèce de recrutement de cartes, des cartes qui sont sur la table. Il y en a qui sont cachées, il y en a qui sont face ouverte. On peut les acheter. On va jouer les cartes pour se donner des ressources et essayer de bâtir les différents éléments du palais de Cléopâtre. Par contre, on va avoir certaines cartes qui vont être des personnages qui sont corrompus. Donc quand on va faire appel à eux, ils vont nous donner plus de ressources, mais vont nous donner des points de corruption qu'on va placer dans une petite pyramide cachée. À la fin de la partie, on va révéler le nombre de points de corruption des pyramides des joueurs et le joueur qui est le plus corrompu sera éliminé. Alors même si c'est lui qui a le plus de points à la fin de la partie, il ne peut pas gagner parce qu'il était trop corrompu. Oh. Alors c'était mon numéro 10, Cléopâtre et la Société des Architectes. Intéressant, je ne connaissais pas celui-là. Moi, j'ai toujours voulu le jouer. Je sais que ça faisait quand même quelques années qu'il est là. La seule chose qui limite de rentrer dans ma collection, c'est que c'est un jeu qui commence, je pense, à partir de 3 joueurs et plus. Mais j'ai toujours été intéressé. De mon côté, 10e position. Un jeu, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'y jouer, Shakespeare. Alors Shakespeare, on est tous des troupes
de théâtre différentes et on se bat, en fait, on fait la compétition entre nous afin de gagner les faveurs de la reine qui va venir en ville pour assister à des pièces de théâtre. Et au cours de la partie, on va devoir évidemment embaucher des acteurs, des figurants, des couturiers, des personnes pour s'occuper de construire le décor, tout ça. Puis juste l'aspect esthétique de ce jeu-là est à couper le souffle. Alors juste ça, c'est déjà un gros plus. Mais en plus, ce que j'apprécie dans ce jeu-là, puis pourquoi il se mérite ma 10e place, c'est que c'est un jeu qui a une mécanique que je déteste, mais que je réussis à apprécier beaucoup ce jeu-là. Alors moi, je déteste tout ce qui est de mécanique en chair. J'ai beaucoup de difficultés, sauf dans certaines exceptions. Mais Shakespeare a une mécanique d'enchère, tout simplement qu'au début de chaque tour, les joueurs vont miser quelque chose secrètement dans leurs mains comme ça. On va tous mettre nos mains ensemble, on va dévoiler, puis ça va nous donner... En fait, ce qui est important de mentionner, c'est qu'on ne mise pas de l'argent, on mise pas des ressources, on mise le nombre d'actions qu'on veut faire pendant notre tour. C'est particulier. Alors, ça. Oui, c'est assez particulier. Puis ce que je trouvais un petit peu délicat au début quand j'ai commencé à regarder ce jeu-là, c'est que je me disais, miser le nombre d'actions, tout simplement pour être premier joueur, ça ne doit pas avoir un si grand impact que ça. Pourquoi je miserais seulement 2 actions pour être premier joueur quand je peux peut-être jouer dernier, mais en avoir 5. Mais ce qui est particulier justement avec ça, c'est qu'il y a une mécanique qui fait en sorte que à la fin de ton tour, une fois que tu vas avoir activé tous tes personnages, par exemple, si je décide de miser 5 actions, donc je peux activer 5 personnages, mais à la fin de mon tour, il va falloir que j'en choisisse 4 parmi ces 5-là qui au prochain tour ne seront pas disponibles. Alors là, ça va être toute la question de savoir quel personnage est-ce que je veux garder absolument disponible pour le prochain tour, lesquels j'active, parce qu'au prochain tour, je ne pourrai pas les activer. Puis finalement, plus que j'en active, moins j'en ai au prochain tour. Alors, ça vient beaucoup balancer le fait de peut-être qu'à la place, je vais décider de miser moins d'actions pour jouer le premier, en activer moins, mais par contre, au prochain tour, je vais avoir beaucoup plus d'actions possibles devant moi. Alors, Shakespeare, pour cette raison-là, le fait que c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais avec une mécanique que je déteste, ça mérite la 10e place. On va être essayé. J'ai jamais essayé. Je l'ai emmené. On va pouvoir jouer tantôt. Oh yeah. Alors, de mon côté, la 10e position va au jeu Istanbul, qui est paru en 2014, puis qui est le gagnant quand même du Kinderspiel de Yares en 2014. Donc, c'est un très bon jeu. C'est un jeu où principalement les mécaniques, c'est un plateau modulaire qu'on forme au début de la partie, qui forme un bazar dans lequel les joueurs, qui représentent un marchand et ses assistants, vont traverser certaines tuiles. Avec la mécanique, je crois que c'est la mécanique Mancala, c'est-à-dire qu'on a une pile de jetons et à chaque fois qu'on déplace notre pile d'une tuile à l'autre, on laisse un jeton en arrière de nous, ce qui nous débloque des actions. Donc c'est très intéressant. Le but de se promener dans le bazar puis d'aller activer les différentes tuiles du bazar, c'est le but ultime, c'est d'aller ramasser 5 ou 6 gemmes, dépendant du nombre de joueurs, je pense, à la fin. Donc il y a comme cet aspect de course-là aussi qui est intéressant, donc d'être efficient dans nos déplacements. Il faut faire attention parce qu'effectivement, si on s'éparpille un petit peu trop sur le plateau, ce qui va arriver, c'est qu'on va être obligé de dépenser des tours de jeu simplement pour récupérer nos marchands, puis à ce moment-là, on ne débloque pas d'action. Alors, il y a une efficacité à aller chercher à ce niveau-là. Les composantes sont très bien, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la variabilité qu'il y a dans le jeu, parce que le plateau modulaire, on peut le placer de différentes façons à chaque partie. Les parties ne seront pas pareilles. Et puis, il y a un petit aspect aussi chance dans le jeu où certaines tuiles, les actions correspondent à un lancer de dés. Et selon le résultat, tu peux obtenir différentes ressources ou différents avantages. Donc, un jeu que j'apprécie beaucoup, mon numéro 10, Istanbul. En plus, je crois que c'est un excellent jeu, selon les critiques, pour le 2 joueurs aussi. Oui. J'ai jamais joué en fait à 2 joueurs. La seule fois qu'on y a joué, c'était à 4, je crois. Mais apparemment, selon ce que j'ai vu et entendu sur ce jeu-là, ce serait un très bon jeu à 2. Je sais que pour moi, c'est un plus. Ouais. Mais... Effectivement. Puis je pense qu'il y a une expansion qui s'en vient bientôt. Qui est sortie. Il y en a une qui est déjà sortie avec le café. Le café, oui. Puis il paraît que ça augmente aussi beaucoup là, la rejouabilité. Oui. Puis ça l'offre différentes mécaniques aussi. Les gars, ma position numéro 9 va à City of Iron. City of Iron, un jeu de Ryan Laukat qui est connu pour tout faire dans ses jeux.
juste ça apporte beaucoup de mérite à ces jeux, mais ce jeu-là particulièrement, c'est un gros jeu qui a Ce que j'apprécie le plus, c'est vraiment l'aspect où est-ce que on a notre paquet de cartes, puis c'est une espèce de deck building, je sais pas trop, où est-ce que... Ben oui, c'est ça, c'est qu'on va chercher les cartes qui nous intéressent dans notre paquet, puis après ça, on en pige un certain nombre, puis mélangé à ça, il y a du area control aussi par rapport à des majorités de ressources qu'on veut obtenir, mais sérieusement, je ne veux pas en dire trop sur ce jeu-là, mais c'est un excellent jeu, puis pour cette raison-là, ben, ça mérite la position numéro 9. Ça a fait... il était dans mon top 15. Ah! Malheureusement, spoiler, il n'est pas dans mon top 10, mais un excellent jeu. J'avais misé qu'elle allait être dans ton top 10. Alors, de mon côté, mon numéro 9, moi, appartient à un jeu en 2009 qui est Shipyard, qui est un jeu de placement de tuiles, placement d'ouvriers et surtout caractérisé par ses 5 rondelles. Donc, des rondelles, c'est une structure de jeu où ton ouvrier, dans le fond, tu le déplaces de case en case en rond en débloquant des actions sur chaque case. Donc, et il y en a 5 dans ce jeu-là. D'habituellement, il y en a juste 1 ou 2 dans des jeux. Alors, toutes les actions se passent autour des rondelles et, dans le fond, on est des producteurs de flotte navale, dans le fond, des manufacturiers, et on est au 19e siècle, puis on veut fabriquer des bateaux pour la flotte navale ou pour différentes corporations. Et puis, dans le fond, à l'aide des rondelles, en débloquant des actions, on va aller débloquer des tuiles et où on peut aller débloquer des équipages. Tout ça pour construire notre bateau de tuile en tuile. Et quand on est satisfait avec notre bateau, ce qu'il faut faire, c'est l'envoyer se faire évaluer dans un canal et que le canal, vous aurez aussi construit à l'aide des différentes rondelles. Et puis, à ce moment-là, dans le canal, il va y avoir différents points d'évaluation à franchir où les performances de votre bateau vont être évaluées selon la vitesse, selon si c'est un navire de guerre, selon l'équipage. Et c'est après un certain nombre de tours, la partie prend fin. Et la stratégie dans ce jeu-là, de choisir si je fabrique plusieurs petits bateaux pour me faire plusieurs points puis être capable d'enchaîner avec ma production, ou te faire un énorme bateau qui, lui, une fois va sortir, va scorer beaucoup de points. Alors, il y a des stratégies qui sont très intéressantes dans ce jeu. C'est un jeu vraiment à essayer pour tous les joueurs qui aiment avoir l'impression de construire quelque chose. Pour moi, c'est vraiment ce qui m'attire beaucoup dans ce jeu-là. J'ai l'impression vraiment de construire mes bateaux, puis de regarder la construction des autres bateaux qui se passent autour de moi. C'est très intéressant. Alors, mon numéro 9, Shipyard. Mon numéro 9, c'est le jeu Dice City. C'est un petit jeu où chacun des joueurs va avoir un plateau personnalisé qui représente 30 emplacements pour faire une ville. On a des emplacements de base qui sont là. Et au début de notre tour, on va lancer 5 dés et on va placer les dés là, correspondant aux chiffres obtenus et à la couleur du dé aux intersections là, pour les placer sur notre ville. Et à notre tour, on peut activer les dés pour faire l'effet du bâtiment qui est en dessous pour générer des ressources et essayer d'aller acheter des meilleurs bâtiments qu'on peut placer où on veut dans notre ville. Alors ce qui est le fun, c'est qu'on peut vraiment faire n'importe quoi avec notre ville. On peut spécialiser une certaine rangée ou une certaine colonne pour faire des ressources ou pour faire des points militaires ou faire d'autres effets qui vont permettre de déplacer les dés. Donc on a une partie de chance avec les dés quand on les lance au début du tour, mais on a beaucoup de bâtiments qui nous permettent de les déplacer ou on peut sacrifier d'autres dés pour les déplacer aussi. Alors, ça diminue un peu l'effet de la chance qu'il va avoir sur nos dés. C'est un jeu où il faut générer des points pour gagner. Alors, il faut vraiment se bâtir une ville pour qu'elle soit efficace, pour faire beaucoup de ressources dans un tour, faire une machine à points. On ne peut pas garder beaucoup de ressources entre chacun des tours. Alors, c'est vraiment, il faut maximiser ce qu'on va avoir dans notre tour pour essayer d'acheter le plus de bâtiments et de faire le plus de points. Un beau petit jeu là, de construction de ville, mon numéro 9, Dice City. Alors, pour le numéro 8, mon numéro 8 est un jeu d'un auteur que j'apprécie beaucoup dernièrement. C'est un jeu apparu en 2014 et c'est le jeu Deuce de Sébastien Dujardin qui a été nominé pour plusieurs prix, là, dont le Golden Geek et l'As d'or. C'est un jeu où il y a un plateau modulaire et c'est un jeu de gestion de cartes et de gestion de territoire. Dans le fond, les joueurs, ce qu'ils vont faire, c'est dans le temps des différents dieux, puis
il va y avoir un plateau individuel, puis c'est un jeu de cartes où chaque joueur va avoir une main de cartes de différentes couleurs représentant les bâtiments civils, des bâtiments religieux, des bâtiments navals. Et quand ils vont jouer une carte sur leur plateau individuel, dans le fond, ils vont pouvoir mettre un bâtiment sur le plateau de jeu dans le centre qui est modulaire. Et puis, de cette façon-là, à chaque fois qu'une carte va être jouée sur le plateau individuel d'une personne, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va activer toutes les autres cartes qui ont été jouées antérieurement. Donc, si je plaçais une carte navale et puis que j'en avais déjà placé 4 autres avant, ça va tout activer mes autres cartes que j'avais fait avant. Et chaque carte représente une action. Donc, c'est là que ça devient très intéressant. C'est la possibilité de combo qu'on peut faire dans ce jeu-là. Chaque partie va être très différente, beaucoup de rejouabilité, de variabilité dans le jeu. Et puis aussi, la partie va prendre fin parce qu'on a la possibilité aussi de construire des temples. Et la partie va prendre fin quand il y aura un certain nombre de temples qui va être construit. Donc il y a aussi cet aspect-là de course à faire. Il y a un aspect militaire dans le jeu aussi à gérer. Donc c'est un jeu qui est très facile à comprendre, très facile à jouer. Les parties sont rapides et avec une grande possibilité, comme je disais, de combos et de façon de faire des points et de gagner. Alors mon numéro 9, Deus. Question? En fait, c'est pas une question, c'est un shotgun. Oui. Je veux l'essayer à un moment donné, ce jeu-là. Ah oui, j'ai vraiment apprécié ce jeu-là. Mon numéro 8, c'est le jeu Five Tribe. Tu l'as pas mis en position numéro 5? Non, je sais. J'ai pas assez joué pour ça. J'ai seulement joué une fois, mais même si j'ai joué une fois, c'est un jeu que j'ai adoré. C'est un jeu qui est très ingénieux, faut penser vraiment à ce qu'on veut faire à chacun de nos tours. Puis même si on pense d'avance à ce qu'on veut faire notre tour de jeu, ben ça se peut que l'autre joueur joue avant nous puis il scrape totalement ce qu'on veut faire. Dans le fond, on a un plateau qui est fait avec des tuiles et sur chacune des tuiles, on va placer au début de la partie des petits meeples de différentes couleurs. On a 5 couleurs de meeples, de là le Five Tribe. Et chaque meeple va avoir une habilité différente quand on va les activer. Et à notre tour, c'est qu'on va prendre les meeples d'une tuile et on va les déplacer pour faire un chemin et terminer la course si on veut en plaçant un meeple d'une couleur sur une autre tuile. Et on va activer le pouvoir du meeple de cette couleur-là. Ça a l'air compliqué à expliquer comme ça, mais c'est vraiment un jeu, je pense, qu'il faut jouer pour mieux comprendre. C'est un petit peu dur à visualiser. C'est la mécanique Mancala encore là. Effectivement. Donc, c'est un jeu qui a un paquet de façons de faire des points. On peut acheter des cartes au marché pour faire des collections d'ensemble. On peut acheter les djinns qui vont nous donner des pouvoirs spéciaux. Donc, un paquet de choses qu'on peut faire. Donc, vraiment le fun. Chaque partie va être différente. Le placement est vraiment différent d'une partie à une autre avec les différents meeples. Donc, vraiment un jeu là, très le fun. Le jeu Five Tribe, mon numéro 8. Un excellent jeu. Moi, ce que j'apprécie dans ce jeu-là, c'est vraiment, comme tu disais, l'aspect tactique où est-ce qu'on choisit qu'est-ce qui est le plus avantageux pour nous à ce moment-là dans la partie, mais il y a une panoplie de choix incroyables. Ça peut être d'aller assassiner un tel membre de tribu, d'aller activer telle tuile, d'aller recruter tel djinn, d'aller chercher telle ressource, de l'argent. Puis c'est un petit peu le double tranchant du jeu aussi. Je crois que ce jeu-là est très favorable à l'analyse paralytique, si on veut. Moi, je sais qu'il faut que je fasse attention avec qui j'y joue, parce que les joueurs qui sont plus enclins à paralyser devant trop d'options, ben, je sais que la partie va durer 3 heures, puis que je vais attendre comme ça sur le coin de la table jusqu'à temps que ça devienne à moi. Puis c'est un jeu aussi que justement, comme tu l'as dit, ça sert à rien de prévoir nécessairement à l'avance qu'est-ce que tu vas faire à ton tour. Le plateau va avoir complètement changé rendu. Ma femme serait d'accord avec ton choix. Oui, elle adore beaucoup Five Tribe, puis c'est un jeu qui se joue très bien à deux aussi. Donc, bon choix, David. Merci. De mon côté, position numéro 8. Ma femme aime beaucoup ce jeu-là aussi. Il s'agit d'Alchemist. Alchemist, moi, j'adore le thème de ce jeu-là. On est tous des alchimistes débutants, novices. Puis, le but du jeu, c'est de gagner de la renommée, puis être l'alchimiste le plus influent, lui qui a le plus fait ses preuves au courant de la partie, et donc qui a le plus de points au final. Mais ça mélange des mécaniques de worker placement, donc de placement d'ouvriers, mais aussi de la déduction. Parce que, bon, on est des alchimistes novices, on veut faire des potions,
Puis pour ça, il faut mélanger les ingrédients ensemble. Alors, mais qu'est-ce que tel ingrédient? Par exemple, des pattes de corbeau puis une grenouille vont faire ensemble, on ne le sait pas nécessairement à la base parce qu'on commence, on est tous sur le même étage, puis on ne sait pas. Alors, il faut faire des tests, il faut aller en forêt, il faut cueillir des ingrédients. Après ça, il faut les tester. Soit qu'on va les tester sur nos cobayes, sur les élèves de l'école. Alors, ça se peut que les potions aient des effets positifs. Ça se peut que les potions aient des effets négatifs. Alors, les cobayes vont peut-être être un petit peu moins contents. Et ça se peut aussi qu'on décide de prendre une chance puis de boire la potion nous-mêmes. Alors, ça se peut qu'on ait des effets positifs, mais ça se peut aussi qu'on boive une potion qui finalement l'effet était négatif. Alors ça se peut que je boive une potion de folie et que je décide d'aller courir tout nu dans la ville. C'est pas moi qui le dis, c'est le livret de règles. La potion de folie, ça fait en sorte qu'on court tout nu dans la ville et à cause de ça, on perd de la renommée. C'est ça pour vrai dans le livre. Oui, ce jeu-là déborde de thèmes, puis c'est drôle à jouer, puis je me suis surpris à rire en lisant le livret d'instruction. Puis l'aspect déduction est très bien amené dans le jeu parce qu'on essaie de déduire justement qu'est-ce que les ingrédients vont faire ensemble. On essaie de déterminer c'est quoi la composante. En fait, vous êtes des profs de sciences. Alors, peut-être que ça va t'intéresser. Mais on essaie de trouver la composante moléculaire des ingrédients pour ensuite prévoir le résultat de deux ingrédients ensemble. Puis, ça mélange une application avec laquelle on peut jouer au jeu. Je suis pas un grand fan, en fait, j'ai toujours une petite crainte, un petit recul à l'intégration des applications dans les jeux, mais c'est possible de jouer à Alchemist sans l'application, mais moi je le ferai jamais. Il facilite dans le fond ton travail. Ça facilite le travail, puis c'est pas un poids, c'est pas quelque chose qui va enlever de la rejouabilité, c'est juste c'est bien fait, là, c'est super bien. Alors, pour cette raison-là, moi, Alchemist, c'est sûr que je devais le mettre dans mon top 10. Faudrait que je l'essaye parce que les jeux de déduction, c'est des mécaniques que j'aime pas. Donc, faudrait vraiment que je l'essaye. Il y a beaucoup de personnes qui comparent l'aspect de déduction au sudoku, un petit peu. Ça ressemble un petit peu à ça là, en termes de logique, de déduction, mais je pense que tu serais peut-être surpris. Peut-être. Mon numéro 7 est un jeu qui a été mentionné par JP. Oh! C'est sa mention honorable, c'est le jeu Sight. En 7e. En 7e position. Le jeu Sight qui est très très récent. Je pense qu'il n'est même pas disponible en magasin. C'est vraiment juste ceux qui l'ont supporté sur Kickstarter qui l'ont reçu. Certaines boutiques en ligne. Ça commence tranquillement à sortir, donc c'est vraiment probablement le jeu le plus récent là, sur ma liste. C'est un jeu qui a un paquet de choses qui se passent. On a un gros plateau, on a des territoires, on a un héros qui se promène avec des petits ouvriers. On peut faire générer des ressources à nos ouvriers aussi. On a un petit plateau individualisé qui est vraiment bien fait, qui nous rappelle les actions qu'on peut faire, avec quelle force on peut les faire aussi. Tout est fait avec des symboles, donc très bien représenté, très facile à apprendre comme jeu, même s'il a l'air intimidant. À chaque fois qu'on va enlever un cube, qu'on fait une amélioration, on va le déplacer en bas. Alors l'action du haut va devenir plus forte, puis l'action du bas va coûter moins cher. Alors c'est comme ça qu'on va gérer nos améliorations. C'est un jeu pour gagner, il faut faire des points. Donc les points de l'argent qui sont des points en fait. Ce qui est spécial, c'est qu'on a une échelle de réputation. Alors si on fait trop de gestes qui sont pas gentils, si on veut, notre réputation va descendre. Puis à la fin de la partie, nos étoiles vont marquer moins de points, nos territoires vont marquer moins de points. Plus notre réputation est haute, plus on va faire de points là, dans le jeu. Pour placer des étoiles dans le jeu, il y a encore un paquet de façons de le faire. Ça peut être en plaçant tous nos ouvriers, en plaçant tous nos petits robots sur le plateau. Ça peut être en remportant un combat. Même s'il y a de la confrontation dans ce jeu-là, on dirait que le combat, pour moi, c'est vraiment juste une autre ressource. Parce qu'on a une échelle militaire. Puis dans le fond, on va miser un certain nombre de points quand on va combattre qui sont nos points militaires. Alors, moi, je vois ça plus comme une ressource que pour un combat. Là. Alors, c'est vraiment de la confrontation comme un jeu de guerre, si on veut. Alors, un paquet de façons de placer nos étoiles, un paquet de façons de jouer ce jeu-là, de faire les points, un paquet de choses à gérer, mais qui s'apprend très bien là, pour un jeu qui a l'air intimidant. Vraiment le fun, le jeu Sight, mon numéro 7. Ouais. Avec les composantes de Stone Meyer Game aussi. Solide. Tu te trompes pas. C'est un très bon choix. Ça coche. Hey, de mon côté, numéro 7, on va rester dans la même lignée un peu avec Stone Meyer Games. Viticulture. Viticulture, un jeu que Ticlou m'avait dit à l'avance, tu vas l'aimer ce jeu-là, tu avais raison.
Un placement d'ouvrier, très très simple, facile à apprendre, facile à enseigner aussi à n'importe qui. Bref, le thème est bon aussi. On fabrique du vin, on a un petit vignoble, on a un gros plateau central où est-ce qu'on va mettre nos travailleurs, on va faire nos actions pendant printemps, été, automne, hiver. Et on a, chaque joueur a son petit plateau personnel, qui est, si on veut, notre vignoble. Puis ce que j'apprécie beaucoup de ce jeu-là, c'est qu'on peut... c'est quoi le mot en français? Customize, personnaliser. On peut personnaliser notre vignoble en décidant d'y construire, par exemple, je sais pas, là, un moulin. Alors, si je construis un moulin, bon, évidemment, il faudrait que je le paye, mais à partir de maintenant, ça me donnerait un avantage. Puis David pourrait avoir son petit plateau, son vignoble, puis décider que lui, bon, il construit pas le moulin à la place, il décide de construire un treillis pour faire pousser des raisins d'une différente sorte. Puis tout ça fait en sorte que, justement, il y a beaucoup de rejouabilité. Puis chaque partie que j'ai fait jusqu'à présent, j'essaie de miser sur une stratégie qui est différente. Puis je trouve qu'il y a justement là, beaucoup de chemin vers la victoire. Et ça fait en sorte que, justement, à chaque fois que j'y joue, j'ai l'impression de redécouvrir ce jeu-là, même si ça fait pas très longtemps que j'y joue. Alors, pour cette raison-là, moi, c'est ma position numéro 7. J'aime beaucoup l'aspect aussi que le jeu est divisé en 2 phases. Donc, tu as des actions de placement d'ouvriers qui se font en été. Puis t'en as d'autres qui se font en hiver, puis il faut que tu prépares la saison suivante et vice-versa. Exactement. Il y a aussi la grosse extension de ce jeu-là, Tuscany, que moi j'ai jamais joué, je la connais pas beaucoup non plus, mais qui ajoute encore plus de variété à ça. Le plateau change complètement, puis il y a du matériel, des composantes de plus. Mais moi, t'avais raison, j'aime beaucoup ce jeu. J'ai toujours raison. Alors, mon numéro 7 à moi, comme je disais tantôt que j'aimais beaucoup l'auteur Sébastien Dujardin, donc c'est encore un jeu à lui, apparu en 2010 cette fois-ci, et c'est le jeu Troyes. Alors, c'est un jeu de placement de dés. Donc, un peu comme Marco Polo, où on va rouler des dés. Dans le fond, chaque joueur représente une famille influente qui, dans les années 1200, entre dans la ville de Troyes. Troyes. Tu peux le dire en français. Je vais le dire à Troyes. Ouais, ok, Troyes. Dans la ville de Troyes. Pour construire la fameuse cathédrale de Troyes qui a pris des centaines d'années à construire. Et c'est avec nos dés de différentes couleurs qui représentent soit des dés militaires, des dés civils, des dés religieux. Chaque joueur va brasser leurs dés. Et c'est à l'aide de ces dés-là, les dés représentent dans le fond la force des habitants que tu engages pour différentes actions. Et puis justement, ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'on peut aller piger les dés de nos adversaires, c'est sûr, en leur payant un certain coût. Donc, il y a une gestion à faire à ce niveau-là. Est-ce que c'est payant vraiment d'aller chercher les dés de son adversaire? Il faut que je me garde de l'argent. Mais chaque dé, dans le fond, chaque action du plateau va prendre 1 à 3 dés et on prend ces dés-là pour justement construire la cathédrale, empêcher les barbares d'envahir la ville, influencer différents marchands ou différents personnages religieux qui vont nous donner des avantages durant la partie. Alors c'est un jeu qui est drabe un peu par rapport au niveau de l'illustration, mais moi j'aime beaucoup cet aspect-là. Mais il y en a plusieurs qui disaient que bon, ils étaient peu intéressés à jouer au jeu juste par le plateau de jeu. Mais puis l'illustration sur le couvert de la boîte. Mais pour moi, ce qui m'attire beaucoup, c'est la variabilité encore là, parce qu'à chaque partie, ça va être des personnages différents. C'est aussi le fait de l'interaction. Comme je disais, c'est un jeu euro où là, il y a une interaction. On peut vraiment aller bloquer les joueurs en prenant les dés de ses adversaires et vice-versa. C'est un jeu qui est un peu plus complexe, puis qui malheureusement, le livre d'instruction est affreux, là, il n'est pas facile à comprendre, mais il fait partie quand même de mon top 10. Il est le numéro 7, 3, ou Troyes. Malgré ta première partie? Ma première partie, ouais. On va couper ça au montage. Ouais, malgré le fait que je me suis fait ramasser à ma première partie, c'est un jeu qui, le soir, j'arrêtais pas de penser à comment je pouvais performer mieux à la prochaine partie. Puis pour moi, des jeux comme ça là, qui me hantent, puis que je veux m'améliorer à chaque partie, pas nécessairement battre les autres, mais améliorer mon propre score, puis comment être plus efficace avec le plateau de jeu. Effectivement, c'est un fait qui est très intéressant. Oui, je pense que justement le fait de dire hey, j'ai perdu, mais pas juste un peu, là, j'ai vraiment perdu,
Mais j'aime ce jeu-là, puis je veux y rejouer. Ça, c'est un élément très important. J'en ai un justement un petit peu plus tard dans mon top 10 que j'ai rarement gagné dans ce jeu-là, mais je veux continuer d'y jouer puis continuer de jouer quand même. Comme David disait, c'est un bon signe. Mon numéro 6, un jeu qui a été mentionné par Stéphane en mention honorable. Un jeu que David m'avait conseillé. Il m'a dit « T'aimes les héros, t'aimes les dés, tu vas aimer les voyages de Marco Polo. » Alors, j'ai suivi son conseil. Je me suis dit « Je vais l'acheter. » Et j'aime les voyages de Marco Polo. Les dés roulent bien. Ils sont confortables. Oui, c'est ça, ils sont doux. Mais comme Stéphane disait tantôt, c'est un jeu que... on peut faire une panoplie de choses, puis c'est à faire un petit peu attention aussi parce qu'il y a différentes façons de faire des points, mais si on tire dans toutes les directions, c'est impossible qu'en fin de partie, on réussisse à représenter une menace pour qui que ce soit. Un peu mon genre, ça. Hein? Un peu ton genre, ça t'arrive à faire ça. mais une fois qu'on a compris comment faire des points de façon efficace, peut-être qu'il faut une partie ou deux pour s'habituer un petit peu à ce concept-là de ne pas tirer dans toutes les directions. Une fois qu'on a maîtrisé cette idée-là, on comprend mieux le jeu puis on l'apprécie pour sa juste valeur. Alors moi, puis j'avais pas non plus vraiment de dice placement, de placement de dés. Alors ce jeu-là comble la place totalement. Ma position numéro 6. Super. De mon côté, la position numéro 6 a une valeur sentimentale pour moi. Je pense que c'est pour ça qu'il est quand même assez haut. C'est un worker placement pur, un placement d'ouvrier vraiment pur, si c'est pas un des premiers. C'est moi le premier que j'ai joué et je suis tombé en amour avec cette mécanique. Est apparu en 2006, c'est Pillars of the Earth, qui est vraiment... quand je dis que c'est un placement d'ouvrier pur, c'est vraiment ça. C'est un euro pur où on est encore dans le temps, dans l'ancien temps, comment je pourrais dire ça, pas un temps, là, tu sais, les temps de ressources, là, pas médiéval, mais Renaissance, dans le temps de Renaissance, merci. Fait que tu sais, c'est un thème que, bon, c'est pas très intéressant, mais c'est les mécaniques. C'est vraiment, le but du jeu est encore là, on est en Angleterre, dans les années, je l'ai-tu marqué? Au 13e siècle. Au 13e siècle, où encore là, on construit une cathédrale. Ce qui est le fun, c'est que la cathédrale est aussi un marqueur de temps dans ce jeu-là. Donc, à chaque tour, on va voir la cathédrale se construire dans le centre du jeu, ce qui est une belle valeur ajoutée, je pense, au niveau des pièces, des composantes. Mais dans le fond, chaque tour, les joueurs vont placer leurs ouvriers pour aller chercher des ressources, aller chercher aussi des artisans qui vont nous aider, dans le fond, à transférer ces ressources-là en points de victoire. Et c'est ça, le jeu, dans le fond, c'est pas plus compliqué que ça. Mais moi, c'est un jeu qui est pas facile à obtenir dernièrement. C'est un jeu qui est out of print. Alors, je suis bien content de l'avoir dans ma collection. Il y a une valeur sentimentale pour moi. Pillars of the Earth, mon numéro 6. As-tu déjà joué? Non. Moi non plus. Voilà. Ça y est. Tu continues. Tu l'as-tu? Tu l'as-tu? Oui, je l'ai. Ok. Mon numéro 6, moi aussi c'est un jeu discontinué. C'est le jeu Colosseum. Dans ce jeu, on incarne des impresarios romains et on organise des spectacles au Colisée de Rome. On doit organiser le plus gros spectacle qui attire le plus de spectateurs pour gagner la partie. C'est un jeu qui a un paquet de mécaniques qui se passent. On a notamment une mécanique d'enchère où on va aller acheter les tuiles qu'il nous faut pour faire les spectacles. On va acheter les tuiles des spectacles qu'on veut faire aussi. On va essayer d'avoir des spectacles de plus en plus gros, plus la partie va avancer. On va aussi faire des améliorations sur notre arène pour faire nos spectacles, agrandir notre arène ou ajouter des abonnements ou des choses comme ça. On peut essayer d'attirer l'empereur dans notre spectacle pour nous donner des bonus de spectateurs, les différents sénateurs. Donc on peut essayer de manipuler les dés pour les faire se déplacer dans notre spectacle. Et ce qui est le fun, ce qui est différent dans ce jeu-là, c'est qu'on ne marque pas des points à chacun de nos tours. On fait un spectacle qui a 30 spectateurs, on a 30 points. Si au prochain tour, on fait un spectacle qui fait 40 spectateurs, on a maintenant 40 points. Donc c'est vraiment le nombre de spectateurs du spectacle. Et le plus gros spectacle va remporter la partie. Les points ne s'accumulent pas. Les points ne s'accumulent pas, ce qui est rare dans un jeu en tant que tel. On doit faire les collections d'ensemble pour faire nos spectacles aussi. Si on fait des spectacles différents à chaque tour aussi, on a un petit bonus de nos spectacles précédents, c'est comme notre réputation. Alors un paquet de choses qui se passent dans ce jeu-là qui sont le fun. C'est un jeu euro, mais la thématique, je trouve qu'elle est bien représentée comparativement à beaucoup de jeux euro. Donc
On sent vraiment qu'on est en train de faire des spectacles à Rome, vraiment bien fait pour ça, qui nous amène la thématique. C'est un jeu de Days of Wonder, pas besoin de vous dire que les composantes sont encore une fois très très belles dans le jeu. Il est discontinué présentement, mais on va voir une deuxième édition là, bientôt, dans les prochains mois, qui est venue d'une campagne sur Kickstarter, une autre compagnie, je ne sais plus quelle compagnie qui va refaire la deuxième édition par contre. Je sais pas non plus. Alors, c'était le jeu Colosseum au numéro 6. Très bon choix. Alors, on est rendu au numéro 5. Déjà la moitié de notre liste, c'est qu'on rentre dans les gros canons. Mon premier gros canon, le numéro 5, un jeu apparu en 2007. Est-ce que ça commence par un F? Ah non, tu l'as pas. C'est Tribune Primus Inter Pares. Tu m'en as parlé en plus. Ouais, qui est un jeu, c'est un placement d'ouvriers, mais aussi une mécanique de collection de cartes. Alors, dans Tribune, dans le fond, on est c'est en la Rome ancienne, on est des familles influentes. Et dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est, avec nos supporters, c'est prendre le contrôle de différentes factions. Donc, les différentes factions sont représentées dans ce jeu-là par des cartes de différentes couleurs qui sont placées sur le plateau de jeu. Et quand on déplace un de nos supporters pour faire le placement d'ouvriers, on va chercher une des couleurs de cartes qui nous avantage le plus. Les cartes sont de couleur, mais ils sont aussi cotées en chiffres, donc de 1 à 7, peu importe. Et dans le fond, c'est en allant chercher différentes cartes qu'on va pouvoir faire une série de la même couleur. Et à ce moment-là, quand on dépose la série d'une couleur, on prend possession de cette faction-là et on a l'avantage associé tant aussi longtemps qu'on contrôle cette faction-là, c'est-à-dire tant aussi longtemps qu'il n'y a pas un autre joueur qui va mettre une série de cartes plus grande, donc avec plus de cartes, ou qui représente une plus grande valeur, donc des cartes de plus haute valeur. Même s'il y en a un peu moins de cartes, le chiffre peut être plus haut. À ce moment-là, c'est l'autre joueur qui devient maître de cette faction-là et qui a l'avantage pour le restant de la partie. Alors, il y a une stratégie qui est très intéressante ici encore là, soit de se dépêcher à mettre en place des séries de cartes, mais qui ne sont pas très fortes en nombre ou en nombre de cartes, et puis d'avoir le plus d'avantages possible en début de partie, ou d'attendre un petit peu plus longtemps, puis de mettre vraiment une série imposante qui peut peut-être t'assurer pendant plusieurs tours d'avoir un avantage. Et tu fais ça avec les différentes factions qu'il y a dans le jeu. Et le vainqueur est celui qui va avoir accompli un nombre d'objectifs qui est fixé par une carte qu'on se donne en début de partie. Donc, sur les cartes objectifs en début de partie, aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a plusieurs. Donc, il y a plusieurs objectifs à accomplir, donc beaucoup de variabilité. Et aussi, les cartes sont divisées selon la longueur de partie qu'on veut avoir. Si on veut une partie courte, moyenne ou de longue durée. Alors pour moi, Tribune est un jeu qui excelle par rapport au mélange des deux mécaniques que j'ai mentionnées, qui est le placement d'ouvriers et la collection de cartes. Donc, mon numéro 5, Tribune. Mon numéro 5 est le jeu Mission Red Planet, deuxième édition, qui est paru en 2015. C'est un jeu où on a les territoires de la planète Mars qui sont sur un petit plateau et chacun des joueurs va recevoir une main de cartes qui représente 9 rôles, qui sont des rôles différents, qui vont lui permettre d'aller placer ses astronautes dans des vaisseaux et ensuite les vaisseaux vont les amener sur la planète Mars. Et on doit essayer d'avoir la majorité dans les territoires pour pouvoir faire les points au moment des phases de marquage de points il y en a 3 fois dans la partie. Alors, les joueurs vont jouer simultané une carte de leur main et on va révéler ensuite les rôles un à la suite de l'autre et on va les jouer dans l'ordre comme un compte à rebours si on veut, d'une fusée qui décolle. Alors, les rôles vont se jouer dans cet ordre-là. Les joueurs vont placer les petits astronautes dans les vaisseaux et quand un vaisseau est plein, il va tout simplement décoller et atterrir sur le territoire qui est mentionné sur le vaisseau. Alors on peut essayer de prévoir un petit peu où envoyer nos astronautes. On a des rôles qui nous permettent de saboter un vaisseau pour le faire exploser. On a des rôles qui nous permettent de déplacer nos astronautes sur la planète. On a un paquet de rôles différents. Là, et à un moment donné, si on a joué trop de rôles, on peut jouer un rôle pour récupérer tous les rôles dans notre main pour les prochains tours. Le jeu se joue super rapidement. Il y a juste 10 manches de jeu, alors c'est vraiment rapide. Il y a 3 phases de marquage de points aussi qui sont à différents endroits dans la partie. Alors c'est vraiment important de bien se positionner juste avant les phases de marquage de points. Des fois, on peut faire quand même beaucoup de points. C'est un jeu, même si on tire de l'arrière, si on réussit à bien se positionner à la fin de la partie, on peut rattraper les autres joueurs parce que
plus on avance dans la partie, plus les phases de marquage de points sont payantes. Donc, il y a un multiplicateur x2, x3 pour les autres phases de marquage de points. Donc, pour moi, un très bon jeu, le Mission Red Planet, mon numéro 5. Petite question pour toi, le prof. La première édition jouait pas à 2, puis je pense que la deuxième, il y a une variante qui joue à 2, ça se peut-tu? Oui, mais je la recommande pas. Okay. Je te recommanderais de jouer à partir de 3 et plus. La variante, c'est que chaque personne va avoir comme une deuxième couleur d'astronaute qui est neutre, qui marquera pas de points, mais que tu peux utiliser pour nuire à l'autre, dans le fond. Okay. Alors, les deux joueurs gèrent deux fois des astronautes. Ça, non, c'est pas super. C'est peut-être pour ça aussi que je l'ai pas joué encore. On va attendre d'être plusieurs joueurs. Exact. De mon côté, 5e position, un jeu coopératif, Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, je suis pas un grand fan des jeux coopératifs, mais ce jeu-là m'a accroché, puis je décroche pas. C'est... mais tu gagnes pas. c'est ça le pire. J'ai gagné une fois. On a gagné une fois. Avec la gangrène, mais on a gagné. On a gagné une fois. On est sorti de là en piteux état, mais on a gagné. Mais c'est entre autres ce que j'aime de ce jeu-là, c'est que c'est une aventure sur le plateau, mais c'est une histoire aussi qui est ancrée. Là. Quand on lance les dés de ce jeu-là, on sent le stress. Là. Puis pas juste celui qui lance les dés, là, tout le monde. Puis ça m'amène justement un petit peu à parler que ce jeu-là, il est un petit peu mitigé pour un jeu de style euro, parce que on va quand même lancer des dés qui vont déterminer si on réussit ou non, si on a des conséquences ou non, qui vont donner en fait le résultat des événements. Alors ça, c'est beaucoup emprunté un petit peu à la Mary Trash. On a aussi des cartes événements qui vont arriver comme ça. Mais juste l'aspect de worker placement, justement de placement d'ouvriers, l'aspect où est-ce qu'on travaille ensemble, on décide qu'est-ce qu'on fait, on faut gérer nos ressources, est un petit peu plus euro aussi. Est-ce que vous acceptez mon choix dans... Moi, je l'ai pas mis dans mon top 10. À cause de ça? À cause je croyais que c'était pas un euro. Mais t'expliques bien pourquoi toi, tu penses que c'est un euro, c'est correct, mais je trouvais qu'il y avait un peu trop de hasard, mais... Je trouve que c'est quand même... C'est ça, là, je ne saurais pas dire à quel pourcentage exactement c'est balancé. Là, je crois que ça emprunte un petit peu des deux. Il y a peut-être un petit peu plus justement de Mary Trash à cause du hasard des dés que veut pas au courant de la partie, on n'a pas le choix de lancer à un moment donné. Mais il y a une bonne gestion de ressources. Oui, c'est ça, il y a une bonne gestion de ressources, placement d'ouvriers. Fait que j'ai décidé de le mettre quand même. Puis, mais comme je disais, ce que j'apprécie beaucoup de ce jeu-là, c'est que on a une histoire qui avance, puis quand on va ressortir ce jeu-là, 2 mois plus tard, on va encore se souvenir de notre dernière partie, puis on va dire, te souviens-tu, la dernière fois, il s'était passé telle affaire, puis justement, tu mentionnes la gangrène, c'est resté. Puis ce que j'aime aussi de ce jeu-là, c'est qu'il y a une panoplie de scénarios. Alors, on gagne le scénario 1, on peut commencer le scénario 2 si on le désire, puis là, les règles vont changer, le contexte va changer aussi, les objectifs ne seront pas les mêmes, alors tout est différent, les objets qu'on peut construire ne seront pas les mêmes nécessairement. Puis une autre chose que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est justement les cartes qu'on peut piger, puis qui nous offrent des choix. Comme par exemple, je sais pas, on pige une carte, puis là, ça nous dit une option qu'on a, on trouve du bois. Alors, soit on a le choix de de prendre le bois ou de ne pas le prendre. Fait que si on prend le bois, ça nous donne l'avantage que, cool, on a du bois, on va pouvoir se construire un abri. Mais par contre, ça nous dit que si on prend la carte, si on prend l'avantage, la carte se retourne dans le paquet qu'on va mélanger. Puis plus tard, cette carte-là va revenir. Puis, si on a décidé de justement prendre le bois, surprise, quand la carte revient, le bois a moisi, le bois n'était pas de qualité, notre abri s'écroule. Alors, c'est des choix qu'on a à faire comme ça. On sait déjà un petit peu à l'avance qu'est-ce qui va se passer. JP, t'aurais dû couvrir ton bois. Oui, c'est ça, j'aurais dû. Mais bref, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, même si je perds 98% des parties. C'est ce que j'allais dire. Si vous voulez vraiment un jeu qui vous allez en avoir pour votre argent, je pense que c'est un des meilleurs parce que... C'est un bon défi. C'est vraiment un bon défi. Puis je sais pas combien de scénarios comme tu disais, mais moi je pense que j'en ai juste joué un à date parce que je l'ai jamais gagné jusqu'à la fois où on l'a gagné. Puis, il y a 10 scénarios, puis en plus sur Board Game Geek, il y a des gens qui se sont amusés à créer des scénarios qui ont proposé au créateur Ignacy qui les a validés. Alors c'est super aussi, là, la communauté est là pour bonifier encore un jeu. Puis il y a l'extension du voyage de Darwin. Oui, que j'ai aussi. Oui, l'extension que j'ai pas pu encore essayer, mais apparemment que c'est excellent aussi. C'est un jeu que la thématique est merveilleuse. Là. C'est tellement immersif que tu
tu la vis l'aventure sur l'île. Tu le sens, le manque de nourriture. Là. La mécanique avec les cartes d'invention aussi, la manière qu'on les construit, tout ça. Donc, les choix que tu as à faire. C'est vraiment un bon choix. Bon, on approuve. C'est bon. Mon numéro 4 est un autre jeu de Days of Wonder. C'est le jeu Quadropolis. C'est le dernier jeu qui vient de sortir. Dans ce jeu-là, chaque joueur va avoir un plateau. Il va essayer de construire une ville avec différentes tuiles qu'on va aller recruter au centre de la table. Et on va devoir placer les tuiles là, pour essayer de faire le plus de points. Certaines tuiles vont être plus efficaces si elles sont à côté de telle autre sorte de tuiles. On a des tuiles aussi, des sortes de bâtiments qui s'empilent. On doit aussi gérer des ressources énergétiques pour activer nos bâtiments, des habitants aussi pour activer d'autres bâtiments. On peut avoir des parcs aussi qui peuvent nous servir à neutraliser de la pollution. Donc, si il nous reste des ressources à la fin de la partie, ça va être des points négatifs. Alors, un paquet de choses à gérer. Je trouve que c'est un beau petit jeu. C'est comme un peu un casse-tête. Là. Chacun des joueurs va faire sa petite ville. C'est un jeu qui n'a pas beaucoup d'interaction entre les joueurs. On peut essayer de bloquer là, en allant chercher les tuiles que l'autre veut aller chercher, mais au final, si ça nous nuit plus que ça nuit à l'autre, c'est pas nécessairement bon. C'est pas nécessairement ça qui va faire le plus de points. Alors souvent, on se concentre un peu plus sur nos choses. C'est un jeu, les composantes, encore une fois, sont vraiment belles. Le jeu est vraiment beau. Vraiment le fun, se joue rapidement. La façon que la boîte est faite, c'est rapide pour le placement du jeu. Donc les tuiles sont vraiment placées là, par tour de jeu. Tour numéro 1, on prend les tuiles numéro 1, on les mélange dans un sac, on les place. Tour numéro 2, on prend les tuiles numéro 2, etc. Donc ça facilite le placement et le rangement du jeu. C'est un jeu que j'ai trouvé vraiment le fun. Mon numéro 4, Quadropolis. De mon côté, numéro 4 va à The Gallerist. J'ai triché. J'avais dit que je ne mettrais pas de jeu que j'ai joué seulement qu'une fois, mais bon, j'y ai joué seulement qu'une fois avec ma femme, mais ce matin, je me suis dit, ben oui, on fait un top 10 €. Je peux pas mettre ce jeu-là dans mon top 10. C'était trop bon la première fois. Alors ce matin, pendant que ma petite dormait, j'ai pris ma grosse boîte, puis je me suis simulé une game à 2 joueurs avec moi-même pour regarder un petit peu, encore une fois, les mécaniques, puis de voir si on avait bien compris la première fois, puis de vérifier, valider si ce jeu-là méritait vraiment une place dans mon top 10, puis c'est le cas. Alors ce jeu-là, Gallerist, juste d'ouvrir la boîte, déjà là, c'est toute une expérience. Les composantes sont à couper le souffle, c'est beau, tout est épais, là, la qualité est numéro 1. Puis côté mécanique, le principe est simple. C'est un placement d'ouvrier, puis il y a 4 emplacements qu'on peut faire. Alors c'est très simple. Mais il y a beaucoup de profondeur parce que chaque action, en fait, chaque placement qu'on va faire va débloquer 2 actions. On va en choisir une, puis l'action qu'on va choisir là-dedans va impliquer beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup de profondeur. C'est un jeu qui est assez lourd en termes de choses à prendre en considération, de règles à se souvenir aussi. Puis, mais il y a beaucoup à faire dans ce jeu-là. C'est excellent à 2 joueurs. La vraie partie que j'ai faite avec ma femme, tous les deux, on a fini la partie très tard le soir en se disant on en rejoue une autre, pas ce soir, mais prochainement. Puis on a tous les deux eu une excellente impression avec ce jeu-là. Gallerist, pour moi c'était certain, il fallait que je le mette à quelque part. Alors, numéro 4. Vous réserver combien d'heures pour jouer à ça? Gallerist, j'ai été très surpris, c'est une bonne question. Je me disais, un gros jeu comme ça, ça doit être dans le même style que City of Iron, quand on avait joué la première fois, ça nous avait pris 2h30, une partie à 2 joueurs. Puis finalement, si j'enlève les explications, parce qu'il y a quand même beaucoup d'explications, je crois que ça a pris 30 minutes pour moi à expliquer à ma femme, mais en 1 heure, on avait fini notre partie. Ce qui est le fun, c'est que c'est nous qui décidons un petit peu quand la partie se termine. Il y a 3 choses qui peuvent déclencher la fin de la partie. Aussitôt qu'il y en a 2 qui sont arrivés, le dernier tour est déclenché, puis un tour se joue assez rapidement aussi. Alors, c'est ce qui fait en sorte que peu importe le nombre de joueurs, certain qu'à 4, la partie ne sera pas nécessairement plus longue. Ce qui va être plus long, par contre, ça va être l'analyse un petit peu de chaque joueur, de décider qu'est-ce qu'il va faire. C'est ce qui va faire en sorte que la partie va peut-être durer 1h30, 1h45 plutôt qu'1 heure. Ça a de l'allure pour le gros jeu. Oui. De mon côté, le numéro 4, c'est un jeu, je dirais, de contrôle de territoire et de placement de tuiles. Plutôt des placements de gros morceaux de bois. C'est un jeu qui est apparu en 2014 et je nomme Medina, 2e édition.
Donc, c'est un jeu où tous les joueurs vont participer, ils vont contribuer à reconstruire la ville de Medina à l'aide de gros morceaux de bois. Dans le fond, les morceaux de bois, c'est des pièces qui représentent différents bâtiments de la ville et chaque pièce ont des couleurs aussi qui sont différentes. Peut-être 4-5 couleurs là, dans le jeu. Et puis, chaque joueur va commencer avec sa série de pièces de différentes couleurs. Et à tour de rôle, les joueurs vont être invités à placer 2 morceaux sur le plateau pour ainsi construire la ville de Medina. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il ne peut jamais avoir plus qu'une couleur d'un bâtiment qui est construit en même temps. C'est-à-dire qu'on peut contribuer à construire un bâtiment brun, contribuer à bâtir un bâtiment gris, mauve, mais on ne pourra jamais en commencer un deuxième. Il faut toujours construire sur le bâtiment qui est déjà existant jusqu'à temps qu'un joueur décide de prendre comme propriété le bâtiment. Donc, puis pourquoi? C'est que le joueur, en prenant possession du bâtiment, va pouvoir, à partir de ce moment-là, commencer à avoir des points de victoire selon les différentes compositions du bâtiment ou selon sa situation sur le plateau. S'il est situé près de murailles pour le défendre, près d'une fontaine, s'il y a des marchands qui sont proches, ce sont tous des petits morceaux qu'on dépose au fur et à mesure. Mais la stratégie, encore là, c'est le fait de quand est-ce que je prends possession d'un bâtiment. Est-ce que j'attends qu'il grossisse, mais là, il va être attrayant pour les autres joueurs, ou je le prends tout de suite en possession, puis ça nous permet de construire un autre bâtiment de cette couleur-là, puisqu'une fois que tu as pris possession d'un bâtiment d'une couleur, là, on peut recommencer à construire d'autres bâtiments de cette couleur-là. Et tu peux prendre possession, je pense, jusqu'à 3 ou 4 bâtiments durant la partie, et ce qui fait que ça va accumuler les points de victoire. C'est très, très stratégique comme jeu. Facile à comprendre, facile à jouer. Ce qui est intéressant, c'est qu'à 2 joueurs, il y a un côté du plateau qui est fait pour 2 joueurs, alors que l'autre côté du plateau est fait pour, je pense, 3, 4 et 5 joueurs, ou 4 joueurs. Mais ça joue très bien à 2. Et puis, quand tu ouvres cette boîte-là qui est pesante, c'est juste... Wow! Au niveau des composantes, là, c'est génial. Puis quand la ville de Medina est construite à la fin, là, ça vaut la peine de prendre des photos. C'est vraiment très attrayant comme jeu. Alors, ça peut attirer toutes sortes de gens, justement, qui aiment construire et qui aiment avoir un visuel. Mon numéro 4, Medina, 2e édition. Numéro 3, ça sera pas une surprise pour mes 2 amis ici. Oh. Mombasa. Ouais, jeu d'Alexander Pfister. J'ai joué à Mombasa, j'ai joué à Isle of Skye, 2 jeux que je trouve excellents, qui sont très différents mais qui sont super bons. Mombasa, en fait, de quoi parle ce jeu-là? On est tous les représentants de grandes compagnies en Afrique et on veut exploiter les ressources qui sont là. Alors on veut établir nos comptoirs de traite, si on veut, nos comptoirs commerciaux sur le territoire pour gagner justement du capital. Au terme de la partie, l'entreprise, ou en fait le joueur, l'entrepreneur qui est le plus riche remporte la partie. Il y a beaucoup de choses dans ce jeu-là. Il y a des mécaniques de deck building, des mécaniques de majorité de area control, de territoire, majorité de territoire, mécanique de placement d'ouvriers aussi. Mais ce que j'apprécie le plus, c'est vraiment l'aspect de casse-tête de ce jeu-là, de prévision. Plus la partie avance, en fait, la partie commence au premier tour, tout le monde prend ça un petit peu relax, on essaie de prévoir un peu, mais on y va une carte à la fois, parce qu'on joue des cartes. Mais plus la partie avance, plus la tension là, devient palpable, puis moi j'aime voir la panique dans les yeux des joueurs quand ils se rendent compte que oh non, je serai pas capable de faire tout ce que j'ai prévu. Qu'est-ce que je vais faire avec les actions qui me restent? La partie approche, puis je serai pas capable de tout faire ça. Comment je vais réussir à m'en sortir? Alors tout cet aspect-là de casse-tête, puis de prévision fait en sorte que ce jeu-là, pour moi, est excellent. Il y a tellement de rejouabilité aussi, des manières d'aller chercher des points différents. Un petit peu moins bon à 2 joueurs. En fait, très bon à 2 joueurs. La seule chose qui est moins importante à 2 joueurs, en fait, c'est l'aspect de majorité de territoire. La carte reste la même. Alors, c'est certain que si on est tous les 2 à jouer ensemble, bon, on va moins empiéter sur le territoire, tandis que si on joue tous les 4, ben là, c'est certain que là, il va y avoir toute une guerre pour le territoire, mais ça reste tout de même un excellent jeu, peu importe le nombre de joueurs. Mombasa, position numéro 3.
C'est un très bon jeu. J'ai joué juste une fois Ouais. quand tu me l'as présenté. Puis à faire attention pour les joueurs comme moi qui tirent partout. Ouais. Fait que, tu sais, il était pas dans ma liste parce que pour l'avoir joué juste une fois, j'ai pas pu apprécier toutes les stratégies qu'il pouvait y avoir. Mais effectivement, c'est un très bon euro. Là. De mon côté, mon numéro 3 est de l'auteur Brandon Tibbetts, qui est apparu en 2012 et c'est Manhattan Project. Alors, Manhattan Project, qui est un placement d'ouvriers et aussi un jeu de collection de cartes, de piges de cartes, de collection de cartes. Dans Manhattan Project, dans le fond, les joueurs vont camper le rôle de leader de programmes d'armement nucléaire de différentes nations. Donc déjà là, on sait que ce ne sera pas une thématique pacifique et qu'il n'y aura pas peu d'interactions, mais bien au contraire, c'est un jeu hautement interactif entre les joueurs. Et puis, dans le fond, chaque joueur va devoir maximiser l'efficacité ou l'efficience de sa production d'infrastructures pour réussir justement à être les premiers à faire les bombes atomiques, puis à ce moment-là, à accumuler les points de victoire. Alors, ce qui est très intéressant quand on parle d'interaction, c'est que les joueurs vont pouvoir, dans leurs actions, faire des airstrikes, faire des attaques aériennes sur les infrastructures des autres personnages, vont pouvoir aussi envoyer faire du sabotage ou de l'espionnage aussi, et sur les plateaux des adversaires. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de tour nécessairement dans le jeu, c'est-à-dire qu'on place à tour de rôle, on va placer nos ouvriers, mais jusqu'à temps qu'à un moment donné, on n'en ait plus, et là, on les reprend tous. Ça prend un tour pour tous les reprendre et on recommence. Alors, l'ouvrier que tu as placé à un certain moment, c'est à y penser parce que cet ouvrier-là va rester là pour plusieurs tours, donc va bloquer la place pour les tours suivants. Alors, quand tu vas faire de l'espionnage sur un plateau adverse, puis que tu prends l'infrastructure d'une autre personne, parce que lui, son usine produit plus de... je me souviens plus les matériaux pour produire la bombe, plus d'uranium ou de plutonium, ben tu viens bloquer ton adversaire pour plusieurs tours parce que lui, il peut pas enlever ton pion jusqu'à temps que toi tu l'enlèves. Alors c'est très... Moi j'adore ce jeu-là parce que j'ai eu beaucoup d'histoires de ce jeu-là où moi, ma femme et même ma mère, ça a créé de la chicane, mais de la bonne chicane, tu sais... C'était vraiment que de bons souvenirs avec Manhattan Project, qui est mon numéro 3. C'est intéressant, ça sort du cadre d'un euro normal un peu à cause de l'interaction. En fait, la thématique, je dirais que c'est effectivement très original comme thème euro, mais le jeu, c'est vraiment un placement d'ouvriers. À la base, c'est vraiment quand même un placement d'ouvriers, puis une gestion des ressources de plutonium, d'uranium, mais c'est le seul qui est autant interactif, effectivement, puis qui est tranche-gorge aussi. Ouais, tranche-gorge, in your face, puis que... Donc, à pas jouer avec les joueurs qui veulent avoir le petit plateau, puis qui veulent pas être dérangés, puis qui veulent avoir la petite machine. Non, parce que je vais aller faire une attaque aérienne sur ton petit plateau. Chérie, on jouera pas à ce jeu-là, OK? Alors, Manhattan Project, mon numéro 3. Pour ma part, mon numéro 3 est le jeu Imperial Settler. C'est un jeu de construction de civilisation. On a le choix entre 4 peuples différents, donc les Égyptiens, les barbares, les Romains... Japonais. Et les Japonais, merci. Chacun va avoir une particularité vraiment spéciale. On a même chacun son deck de cartes différent, qui fonctionne avec des bâtiments différents pour chaque peuple. Et on va avoir un paquet de cartes communes pour tous les joueurs de la partie. Alors on peut piocher des cartes dans le paquet de cartes communes, ou on peut piocher des cartes dans notre paquet de peuples si on veut à notre tour de jeu. C'est un jeu où on construit notre village, on construit vraiment une machine là, qui va générer des ressources et des points. Donc c'est très euro comme mécanique de jeu. On peut pas garder de ressources à la fin de notre tour, sauf une sorte de ressource qui est différente pour chacun des peuples. Alors il faut vraiment maximiser sa machine pour pouvoir dépenser le plus de ressources possible pour pas rien gaspiller. Puis essayer de faire des points aussi. On a des bâtiments là, qui servent justement à sacrifier des ressources pour générer des points. Le jeu se joue en 5 tours de jeu, c'est vraiment rapide.
Faire attention à ne pas tomber en arrière. Il faut essayer de générer des points un petit peu là, à chacun des tours. Parce qu'on a beau se construire. Si on ne génère pas de points puis qu'on fait juste des ressources puis des bâtiments, les bâtiments valent des points, mais c'est pas tant la majorité de vos points à la fin de la partie. C'est vraiment plus ceux que vous allez générer en fin de partie. On a un petit peu d'interaction entre les joueurs. On peut décider d'attaquer les bâtiments de nos adversaires, détruire leurs bâtiments. On retourne la carte de côté et à ce moment-là, il ne peut plus utiliser le pouvoir du bâtiment, mais il peut quand même s'en servir pour faire une fondation pour construire un nouveau bâtiment avancé là, avec cette fondation-là. On n'a aussi pas tous les bâtiments aussi qui peuvent se faire attaquer, donc c'est pas un jeu qui c'est trop agressif non plus, juste un petit peu, là, mais quand même pas trop. C'est un jeu donc vraiment le fun, rapide. Il y a des extensions qui sont sorties justement. Il y a un nouveau peuple qui est les Atlantides qui peut être acheté puis joué. On a aussi d'autres petites expansions qui rajoutent des cartes pour chacun des peuples. C'est un jeu qui a une belle rejouabilité. C'est un jeu qui est vraiment presque juste avec des cartes. Les cartes ont plusieurs utilités. Donc ça peut être un bâtiment qu'on construit dans notre ville, ça peut être une carte que je joue pour aller chercher les ressources qui sont dans le coin, ou ça peut être une carte que je vais venir glisser en dessous de mon plateau de jeu pour me donner une ressource à chacun des tours. Alors, plusieurs utilités avec les cartes, vraiment le fun. Mon numéro 3, Imperial Settler. Tu vas peut-être pouvoir m'éclairer. On se questionnait justement cette semaine sur l'équilibre dans ce jeu-là. Est-ce que c'est bien balancé pour les races? Il y a beaucoup de débats à ce niveau-là là, sur les plateformes de jeux de société. Selon toi, est-ce que c'est bien balancé? Ben, je pense que ça a bien été. Les parties qu'on a jouées, ça a quand même été serré. Il y a peut-être les Japonais là, qui sont un petit peu plus spéciales à jouer, un peu plus avancés parce qu'ils peuvent attaquer eux-mêmes leur bâtiment, ou en tout cas, ils ont des samouraïs aussi qui peuvent mettre sur leur bâtiment. C'est un peu plus complexe que les autres races. Mais moi, à date, dans les parties que j'ai jouées, c'était quand même bien équilibré. Je l'ai emmené, si vous voulez l'essayer. Bon. Mais moi, je pense que j'aimerais bien l'essayer parce que j'ai essayé l'autre jeu du même auteur qui est similaire, qui est 51 States, que j'ai aimé. Et que ça serait effectivement un bel essai à faire. Bon. Alors, on est rendu au numéro 2. Si je vous dis, les gars, Stonemaier Games. Oh! Lequel jeu? Moi, j'imagine quelque chose comme gros. Quelque chose de récent. Là. Quelque chose de récent. Quelque chose de très récent, en effet. Avec des miniatures. Ouais, c'est le jeu Sight. Donc, un triple crossover. Donc, on avait choisi les trois à des positions différentes. Je l'ai joué peut-être plus de fois que mes camarades ici, donc il est plus haut dans mon top 10. Je répéterai pas ce qui a été dit, mais c'est un excellent engine builder, donc c'est-à-dire une machine à points, comme on disait. C'est un jeu aussi d'exploration, un jeu 4X qu'on appelle là, explorer. Et puis, bon, c'est en anglais, les 4X, là, mais exploiter, explorer. Moi, c'est Expand. Mais c'est vraiment plus de type euro ou, comme David disait, c'est plus la gestion de ressources. Accompagné au fait qu'on a des pouvoirs qui sont variables. Je veux dire, chaque faction va avoir des pouvoirs qui sont différents. Une gestion de ressources qui va être différente d'un joueur à l'autre aussi pour acheter tel robot ou mec. Moi, ça peut me prendre, mettons, 3 huiles, tandis qu'une autre faction, ça peut coûter un peu plus cher pour cette faction-là, mais l'autre faction va coûter moins cher pour mettre en place des bâtiments, alors que moi, ça va me coûter plus cher. Alors, il y a cette grande rejouabilité-là aussi qui existe, les pouvoirs variables qui est très intéressant. C'est vraiment un exercice cognitif qui est, je devrais dire, qui est satisfaisant. Quand tu joues à ça, là, c'est vraiment, là, tu sens que tu as donné ton maximum, tu as forcé du cerveau, tu as réfléchi à plein. Puis pour moi, là, ça, là, c'est très satisfaisant. Alors, Sight, avec son énorme plateau de jeu et ses composantes qui sont magnifiques, occupe la 2e place de mon top 10. Puis, on n'en a pas parlé en fait tantôt, mais Sight, ce que j'ai été surpris aussi, c'est que quand on a joué ensemble avec nos femmes, ma femme, tout de suite quand on a sorti le jeu, son commentaire c'était on s'embarque vraiment là-dedans, là, ça m'intéresse pas, puis c'est un jeu de guerre, c'est ça y tentait pas. Puis au final, elle a apprécié parce qu'elle s'est rendue compte que justement, comme David disait tantôt, c'est pas un jeu de guerre, c'est vraiment plus un jeu de gestion. Puis où est-ce que, comme elle aime beaucoup gérer sa petite affaire, puis même si oui, il y a de l'interaction un peu, elle a totalement apprécié, puis moi aussi. Mais comme on dit, l'interaction est
quasiment même pas obligatoire. Ça donne des objectifs, mais tu peux passer autre que se battre aussi pour accomplir certains objectifs. Alors, puis, on disait tantôt, c'est purement stratégique. Parce que même les combats, il n'y a aucun hasard puis aucune chance dans les combats puisque tu gères des cartes de combat. Donc, tu gères tes forces de combat que tu vas sacrifier pour un combat. Donc, tout est dans la stratégie pour Scythe. Puis la qualité, le plateau, les figurines, les plateaux de joueurs, c'est pour un Kickstarter en plus, wow! Ouais. C'est du rabat. Vraiment solide. Chapeau. Moi, mon numéro 2, c'est un jeu qui s'appelle Lords of Waterdeep. Oh! Qui est un placement d'ouvriers vraiment classique. On y avait pas pensé. Qui est dans l'univers de Donjon Dragon. Bon, c'est sûr que c'est un univers que j'aime bien, mais non, on se le cachera pas. Là, dans ce jeu-là, la thématique n'est pas vraiment présente. Là. Donc, on place nos ouvriers pour aller rechercher des aventuriers, des cubes en fait, qui vont nous permettre de faire des quêtes et de marquer des points. On a aussi, quelque chose qui est vraiment le fun, c'est qu'on peut ajouter des emplacements au plateau. Donc, on peut construire des nouveaux bâtiments pendant le jeu qui vont débloquer de nouvelles actions disponibles pour n'importe qui. Si les autres joueurs vont sur nos bâtiments à nous, ça va nous donner un petit bonus à chaque fois qu'ils vont l'utiliser. Alors, ça peut être bon de le faire en début de partie. C'est un jeu qui joue quand même rapidement. C'est un jeu aussi où on a des cartes qu'on peut jouer, des cartes d'intrigue. Pour les jouer, il faut aller placer un ouvrier dans le port pour pouvoir jouer une carte. Donc les cartes peuvent nous donner des ressources ou peuvent nous permettre d'obliger une quête à un autre joueur pour le bloquer un tout petit peu ou voler des ressources à quelqu'un. Donc un petit peu d'interaction qui se fait à ce niveau-là. Par contre, tous les ouvriers qui sont dans le port à la fin du tour vont être réassignés ailleurs. Cet ouvrier-là me permet de faire deux choses. Il va me permettre de jouer une carte et va me permettre de faire une action aussi à la fin du tour. La seule affaire, c'est qu'il y a un petit peu moins d'emplacements disponibles à la fin, mais si c'est pas important pour moi, là, la priorité de ce que je vais aller chercher pour le moment, ça peut être bon d'aller jouer les différentes cartes. Bon, alors on peut aller chercher des quêtes, aller chercher les ressources de l'or, donc différentes choses pour pouvoir arriver à nos objectifs de quête. Et chaque joueur va avoir un personnage qui va être caché avec un objectif caché à la fin de la partie. Telle sorte de quête va lui donner des bonus là, en fin de partie. C'est sûr qu'à un moment donné, ça devient évident. Un joueur va juste faire la même couleur de quête parce que c'est cette couleur-là qui va lui donner des bonus. Là. Mais bon, les autres joueurs peuvent essayer de le bloquer à ce moment-là pour essayer qu'il fasse moins de points à la fin. Donc vraiment un bon jeu de placement d'ouvriers, là, Lords of Waterdeep, mon numéro 2. Ah, tu joues à l'extension? Mais non, même pas. Ah. Ça a l'air que ça fait juste bonifier le jeu. Ouais, apparemment que ça le rend plus profond aussi, là. Moins gateway un peu. C'est ça, ça rajoute des points de corruption aussi un petit peu. Là. Tu peux aller chercher des endroits qui donnent plus de ressources mais qui te donnent des points de corruption qui vont t'enlever des points éventuellement. Nous autres, on l'a apprécié beaucoup à deux. Je joue très bien à deux aussi. Puis très bon choix. J'aime juste pas la boîte. Non, tu ne le revais pas à l'envers. C'est ça. Ah, c'est ça. Ouais. Mais le reste, c'est génial, effectivement. De mon côté, on parle de boîte. Moi, c'est une grosse boîte. Il s'agit de Caverna. Caverna, un jeu de gestion de ressources de Uwe Rosenberg, qui est connu pour ses jeux qui ont beaucoup de profondeur, qui ont beaucoup de petites nuances dans les règles aussi. Qui sont pas pour tout le monde, mais Caverna, ça a été blast pour moi, là, ça a été un coup de cœur pour la première fois que j'y ai joué, puis toutes les fois qui ont suivi ensuite, où est-ce que les joueurs vont justement prendre le rôle de c'est quoi, c'est des nains? Je pense que oui, c'est des nains, je crois, des nains. Creuses, on prend le rôle de nains nains qui habitent dans des cavernes. Donc, Caverna, c'est de là que ça vient. Hein. C'est fort, c'est fort. Puis après ça, on va juste gérer notre petit plateau, là, justement, qui représente une partie de notre caverne. Puis l'autre côté, c'est la forêt. Alors, on va pouvoir exploiter les ressources qui vont se trouver dans la forêt, autant, par exemple, les légumes que les animaux qui vont se trouver là. Puis dans notre caverne, on va tout simplement construire, aménager la caverne à notre goût en construisant des chambres ou des fours pour faire cuire justement la nourriture qu'on va aller chercher dans la forêt et tout ça. Le principe est simple, c'est un placement d'ouvriers. On va tout simplement prendre nos mains puis on va les placer sur le plateau central aux emplacements qu'on veut, en fait, les actions qu'on veut faire. Là où c'est plus compliqué, c'est qu'il y a vraiment une nuance. Puis il y a beaucoup de restrictions dans les actions qu'on fait. Par exemple, si on décide d'aller là, par la suite, c'est pas compliqué. On ramasse, par exemple, je sais pas, là, on peut planter
on peut planter des citrouilles, mais il y a certaines restrictions qui vont venir s'appliquer aussi, pas n'importe où. Il faut que ça soit dans certaines circonstances, puis tout ça. Même chose quand c'est l'heure de la récolte ou qu'il faut exploiter, par exemple, la nourriture qui vient des animaux. Il y a beaucoup de choses dans ce jeu-là. C'est une grosse boîte, il y a beaucoup de matériel. Ça peut jouer jusqu'à 6, je crois. C'est un jeu qui peut être très long. 30 minutes par joueur. Alors, moi, je ne jouerai jamais à ce jeu-là à 6. À 2, ça se joue très bien. Ça se joue assez rapidement pour un gros jeu aussi. Là, 1h15. Habituellement, ma conjointe et moi, on était capable de finir notre partie. Puis, tous les deux, on l'a beaucoup apprécié. Puis, on l'a usé, là, ce jeu-là. On l'a utilisé assez souvent, puis on l'apprécie à chaque fois. Y as-tu joué, toi, David? Non, mais j'ai joué à Agricola. Ouais, je pensais pas que t'avais... Team Caverna! Team Caverna! Je pensais pas que t'avais joué, JP, à Caverna. À Caverna? Non, ça, c'est à Agricola que t'avais... Mais non, j'ai fait de la vidéo sur Caverna. Ah oui, très bon vidéo. Non, mais est-ce qu'il est accessible, par exemple? Tu sais, on parle de grosseur de jeu, puis l'accessibilité, des fois, ça fait peur, mais... Ta femme, alors, il n'y a pas eu de problème. Première partie, elle a eu la même réaction que quand j'explique n'importe quel jeu. J'explique un jeu super simple. J'explique King of Tokyo la première fois. C'est aucun intérêt pratiquement. Puis finalement, elle aime ça. Fait que j'ai expliqué Caverna, puis même réaction aussi. Là. Mais il y a beaucoup de choses. Première partie, tu vas te rendre compte 3-4 tours plus tard que « Oh non, on a fait cette règle-là tout croche pour les 4 premiers tours. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue tout croche? Parce que là, ça va tout changer la partie ou on continue avec les bonnes règles. » Ça prend peut-être une partie 2 même pour maîtriser le gros livret d'instructions de 26 pages avec les annexes et tout ça. Mais au final, une fois que, mettons, s'il y a un joueur qui maîtrise les règles, après ça, c'est facile. Tu fais juste dire « Bon, ben, t'es certain que tu veux faire cette action-là parce qu'après ça, ça implique aussi telle chose. J'imagine que c'est intuitif. C'est très, très, très intuitif. Une fois qu'on est habitué, là, après, aussitôt qu'on a fait une partie qui était correcte avec les bonnes règles, après ça, ça l'a bien suivi, puis on n'avait jamais besoin de se référer aux règles. Après ça, ça suivait bien, mais c'est un jeu qui peut faire peur, oui. Première partie. Ce que j'aime pas dans Agricola, c'est que c'est le genre de jeu qui pardonne pas. Ouais. Si tu fais une erreur, t'es fait, puis tu pourras pas rattraper. Puis souvent, le joueur qui a de l'expérience, ben, il le montre à quelqu'un, mais il va le planter. C'est un peu comme ça dans le Exactement. Non, parce que justement, Agricola était plus un gamer's game. Ouais. Caverna, sans être un gateway, est beaucoup plus accessible que Agricola. Va être beaucoup plus pardonnable. Dans Agricola, je crois que justement, pour réussir à nourrir tes travailleurs, là, il faut que tu penses à ton affaire. C'est tout un casse-tête. Dans Caverna, tu peux transformer tes nourritures, tes ressources en nourriture un petit peu n'importe quand. Fait que ça pardonne beaucoup plus. Ça fait en sorte que justement c'est peut-être plus accessible pour certaines personnes qu'Agricola. C'est ça. Alors des nains qui mangent de la pierre, Caverna. Nous voilà maintenant au moment tant attendu. Le numéro 1. Donc pour moi, mon numéro 1 jeu euro est le jeu Voyage de Marco Polo. Félicitations! Yes! C'était le fun. Donc c'est moi qui te l'avais suggéré. C'est un jeu qui m'a vraiment fait triper. Comme vous avez dit, c'est un jeu de placement de dés. Le résultat des dés, dépendant où on va les placer sur les actions, vont influencer qu'est-ce qu'on va ramasser comme ressources. Ce que je trouve le fun, c'est que même si un joueur est allé faire une action, on peut aller, à la majorité des places, on peut aller par-dessus. C'est juste qu'on va payer une pénalité en or, mais on peut quand même aller faire l'action à ce moment-là. Et ce que je trouve le fun, c'est que oui, on a tout l'aspect placement de dés, mais on a tout l'aspect avec la carte aussi qu'il faut gérer. Faire déplacer notre explorateur, quel chemin je veux prendre, est-ce que je veux me concentrer sur mes objectifs ou je vais aller chercher telle ville qui va me donner un avantage qui est vraiment bon pour toute la partie, comme par exemple une tuile qui va me permettre ou une action qui va me permettre de me déplacer à moindre coût qui peut être vraiment fort, placer les comptoirs, donc il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, vraiment le fun à jouer. Surprenamment, il n'est pas super long, donc je pense qu'à 2 joueurs, ça joue même trop vite. Ça se joue en dedans d'1 heure, donc les composantes, le plateau, tout est vraiment beau. Les dés, ils roulent bien. Ils roulent vraiment bien. Là. Donc, mon numéro 1 de jeu euro, les voyages de Marco Polo, là, vraiment à essayer. C'est un beau jeu. C'est notre deuxième crossover? Troisième. Tu l'as mis en mention honorable? C'est vrai, c'est Moi, ça. J'en ai parlé aussi. Ouais, donc... Puis je pense qu'un fait honorable aussi, parce que faut en parler, je pense, là, c'est pas pour être têteux, mais c'est un premier jeu, je crois, qui a été fait par des auteurs féminins.
C'était-tu deux Non, auteurs en féminins? fait, c'est des Italiens. C'est des Italiens. Ah, tu m'as induit en erreur, toi, hier, Je voulais que d'abord. t'aies l'air fou. Ben oui, C'est Simone. J'ai vérifié aujourd'hui. c'est moi, on est. Simone. Mais Bon. ils ont travaillé aussi sur Tolkien. Moi, ça, c'est Simone. Tolkien puis Grand Austria Hotel. Ah, ok. Que je suis allé vérifier Bon, aujourd'hui. donc, on attend toujours une première auteur féminin dans notre top 10 euros. C'est ça, ça sera pas Je aujourd'hui. lance l'invitation. Mais non, c'est ça, c'est un excellent jeu, effectivement. Puis, quand tu disais sur c'est- la carte, quand on se déplace pour aller chercher des bonus, chaque ville va avoir des bonus différents selon chaque partie, parce que c'est nous qui ajoutons les tuiles bonus au début de chaque partie. Donc, On va jouer ce sera avec- jamais le même trajet, les mêmes bonus. Puis moi, toutes les parties que j'ai jouées étaient vraiment serrées. Donc, tous les joueurs étaient dans la course. À chaque partie, ça s'est vraiment décidé par quelques points. Alors, c'est vraiment resté compétitif là, toutes les fois. C'était vraiment serré pour nous aussi jusqu'à la partie d'hier. Sauf une fois au chalet. C'est ça. Puis une autre chose à dire sur ce jeu-là, parce que c'est un excellent jeu, j'aime aussi beaucoup le fait que les personnages qu'on va avoir ont tous des pouvoirs qui sont super forts. On regarde les pouvoirs au début et on se dit, ben vraiment, c'est impossible que ça soit balancé, c'est beaucoup trop fort. Il y a un personnage qu'on Qui a lance pas les n'a dés. jamais pas besoin de lancer des dés, on peut prendre ce qu'on veut. Mais ils sont tous super forts. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. Yes. De mon côté, position numéro 1. Surprise pour tous. Orléans. Orléans, ça c'est mon jeu. C'est un jeu que j'avais de très grandes attentes sur ce jeu-là. J'avais beaucoup lu, j'avais beaucoup regardé sur ce jeu-là. Puis mes attentes ont été pleinement satisfaites. C'est un jeu backbuilding, la mécanique très originale qu'on retrouve dans quelques autres jeux, là, King's Pouch, puis Hyperborea aussi, où est-ce que on va tout simplement, au lieu d'avoir un deck building, un paquet de cartes qu'on se construit, qu'on améliore, ben on va aller chercher des personnages, des travailleurs qu'on va mettre dans un sac, puis au début de chaque tour, on va pouvoir piger un nombre déterminé de personnages, puis pendant notre tour, on va pouvoir effectuer des actions selon les personnages qu'on a. On va pouvoir les envoyer dans notre village, puis effectuer certaines actions. Le thème est quand même intéressant. Ben, en fait, il a été assez exploité. Là. On est dans le temps de la ville d'Orléans en France qui commence à prendre de l'expansion. Puis on doit justement essayer de répondre aux besoins qui sont là, puis de gagner de la renommée en faisant différentes choses. Puis justement agrandir notre partie de village, si on veut. Il y a beaucoup de choses à gérer, les ressources, l'exploration sur la carte, la mise en place de comptoirs de traite. Nos personnages aussi qui vont pouvoir aller siéger au conseil de ville pour nous rapporter des points, nous rapporter de l'influence auprès des citoyens de la ville. C'est un jeu qu'à chaque fois qu'on joue, j'essaie encore une fois de miser sur une stratégie qui est différente. Il y a beaucoup de choses. On a un plateau individuel qui représente les actions qu'on peut faire, mais en cours de partie, on peut aller recruter, en fait pas recruter, mais tout simplement aller chercher des ajouts à notre plateau qui vont être uniques, qu'on va venir ajouter, puis qui vont donner des avantages que les autres joueurs n'auront pas nécessairement, mais il y a tellement de choses à faire dans ce jeu-là. À deux, très plaisant, très satisfaisant. J'y ai jamais joué à plus que deux. J'ai joué avec plusieurs personnes différentes à 2 joueurs. J'adore à 2 joueurs, puis je suppose, pour connaître pas mal le jeu, là, après y avoir joué une 12-15 de parties, je vois un très bon potentiel pour le 4 joueurs. Le jeu a un bon scale, comment on pourrait traduire ça? Bref, il joue bien à 2, il joue probablement bien à 3 puis à 4. Ça s'adapte bien. Oui, c'est ça, ça s'adapte bien rattrapé. Alors, c'était mon jeu, position numéro 1. Ça a l'air très intéressant. Moi, j'ai hâte d'y jouer. Je l'ai dans ma collection, puis j'ai pas joué encore. Puis chaque fois que tu m'en parles, je viens proche de le prendre. Puis je sais pas ce qui me retient, mais. Laisse-toi aller. Ouais, parce que. C'est de la tentation. Effectivement, ça a l'air d'être un très bon jeu. Une mécanique très originale. Moi aussi, ça fait longtemps que je le regarde. Je suis un gros fan des deck building. Alors, le feeling du back building, c'est sûr que je vais aimer ça. Vraiment hâte d'essayer aussi. Alors, de mon côté, mon numéro 1, je pense que vous ne savez pas ce que c'est. Je vais vous dire 2012. Oh, t'essaies de nous le faire deviner. Oui, je vais vous dire gagnant du Meeple's Choice en 2012, finaliste pour le Triptyque d'or. Je vous dis les mécaniques dont on retrouve dans le jeu. Enchères, placement d'ouvriers, placement de tuiles, plateau modulaire, pick up and deliver,
collection de tuiles mémoire. Alors, c'est une panoplie de mécaniques. Et quel autre jeu que Keyflower pour intégrer tous ces mécaniques ensemble. Alors, Keyflower, ça a été tout un coup de cœur. Je l'ai joué quelques fois et à chaque fois, c'est vraiment un coup de cœur. Dans Keyflower, dans le fond, les joueurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont construire un village à l'aide de tuiles, puis le village va donner des ressources aux joueurs, puis le joueur va servir de ces ressources-là justement pour augmenter l'efficacité de son village, donc pour upgrader les tuiles. Donc le côté upgradé de la tuile, le côté plus efficace de la tuile, et de l'autre côté, donc on vire la tuile, mais ça prend des ressources. Pour ce faire, les joueurs vont commencer avec des meeples au début de la partie. C'est des meeples de différentes couleurs. Donc, il y a plusieurs couleurs de meeples. Et dans le fond, ce qui est très original, c'est qu'au début, ça se joue en 4 années. Donc, c'est 4 années de 4 saisons. Et printemps, été et automne, dans le fond, il y a une enchère qui se fait au début de tuiles disponibles. Et puis, chaque personne va utiliser ses meeples pour soit, on peut même activer les tuiles qui ne sont pas à nous, devant nous, mais on peut aussi faire une enchère sur la tuile pour, après ça, se l'approprier et la placer de façon stratégique dans notre village. Alors, de la façon que ça fonctionne, là où c'est original, c'est que si moi je dépose un meeple bleu à côté de la tuile, c'est que je vais faire une enchère sur la tuile. Et s'il y a quelqu'un qui veut surenchérir pour s'approprier la tuile, il doit absolument déposer la même couleur de meeple que moi, mais en surplus. Donc, il va devoir déposer 2, peut même en déposer 3 s'il veut. Et puis, c'est un jeu de mémoire parce que à chaque saison aussi, il y a des bateaux qui arrivent avec différents meeples aussi dessus. Et tu peux aller récupérer, tu vas miser aussi sur ces tuiles-là pour aller chercher les meeples et tu vois les couleurs de meeples qui sont disponibles sur les tuiles. Alors, quand tu vois qu'un joueur prend tel meeple, ben, tu peux tenter, hein, c'est sûr qu'il y a plusieurs joueurs puis plusieurs couleurs de meeple, mais tu peux quand même tenter de dire « OK, ce joueur-là a ramassé un meeple vert, donc à faire attention parce que les meeples verts vont juste être débloqués durant la partie. Donc c'est pas tous les gens qui vont avoir le meeple vert et les meeples verts c'est quasiment de s'assurer que tu vas gagner une enchère ou que tu vas activer une tuile. Alors ça tu peux le mémoriser puis dire ok lui est dangereux avec son meeple vert, il peut tout biaiser mes plans. Mais c'est ça. Fait que une fois que la saison est terminée, tu prends les tuiles que tu as gagnées les enchères. Tu peux perdre des meeples sur les tuiles que tu n'as pas gagnées. Donc, tu n'as pas toujours les mêmes meeples en main. Et tu prends les tuiles, tu les places. Et comme je disais, après ça, tu as droit à des mouvements de ressources sur ton plateau, des mouvements de meeples. Tu as droit aussi de prendre tes propres meeples puis aller débloquer des ressources ou t'approprier des ressources sur les villages adverses aussi, bloquant ici leur production. Donc vraiment, là, pour moi, là, comme j'ai dit, c'est toute une intégration de plusieurs mécaniques. Puis le jeu le fait de façon fluide, intuitive et pas très complexe non plus à comprendre. Facile à jouer, puis une grande variabilité parce qu'il vient avec plein de tuiles dans les différentes saisons. Donc on n'aura jamais la même partie, jamais les mêmes meeples aux mêmes endroits. Donc Keyflower pour moi, là, c'est, à chaque fois que je joue à ce jeu-là, c'est un énorme coup de cœur, d'où ma position numéro 1. Je pense que tu as joué, t'as joué avec moi d'ailleurs. J'ai joué avec toi, je l'ai acheté après avoir joué avec toi. C'est un excellent jeu. Il aurait très bien pu se retrouver dans mon top 10. J'ai trouvé la seule raison pourquoi il n'est pas dans mon top 10, c'est que je l'ai trouvé beaucoup plus amusant. On a joué à 4? Oui. À 4. À 2, c'est très le fun, c'est super. Mais j'avais joué à 4. Puis on avait joué à 4, j'avais beaucoup apprécié, mais j'aurais aimé ça le réessayer. Ça faisait trop longtemps dans ma mémoire, pour ma mémoire, afin de déterminer s'il se méritait une place ou non dans mon top 10. Mais comme tu dis, la rejouabilité, le fait que chaque partie va être différente, puis que même si on avait les mêmes tuiles, là, imaginons que ça arrive, on ne ferait pas les mêmes choses nécessairement. Fait que chaque partie est unique. Puis, il n'y a pas vraiment
moyen d'être bloqué ou quoi que ce soit, là, à moins de vraiment mal prévoir ces choses. Mais c'est un excellent jeu. Je m'attendais à ce qu'il soit dans ton top 10, mais rendu à la première place, là, je m'attendais jamais à ça. Ouais, pour moi, je trouve tellement qu'il y a cette fluidité-là, là, puis avec les différentes mécaniques. Puis, j'ai oublié de mentionner, la saison d'hiver, c'est cette saison-là aussi que tu as des tuiles qui valent des points. Donc, c'est là où les joueurs vont faire leurs points dans la partie. C'est que ces tuiles-là, quand tu les places dans ton village, après ça devient un peu une stratégie vers laquelle tu veux tendre. Parce que ces tuiles d'hiver-là vont te donner des points là, à la fin de la partie, selon les ressources. Fait que tu peux aussi adapter ta stratégie en cours de jeu selon les tuiles qui sont disponibles aussi. Puis ce que j'aime encore beaucoup de ce jeu-là, c'est que c'est pas un jeu où est-ce qu'on fait les points au fur et à mesure. On fait les points en fin de partie seulement. Alors ça fait en sorte qu'en fin de partie, le résultat, le countdown final est imprévisible. On a cette tension-là, un petit peu comme dans Five Tribes aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, où est-ce qu'en fin de partie, on regarde tout ce qu'on a fait dans le village, on fait le décompte, puis c'est toi qui as gagné, mais je m'attendais tellement à ce que ça me rapporte plus de points, puis finalement, je t'ai laissé faire ça. Cette imprévisibilité-là, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans les jeux. Moi, je mets ça sur ma liste de jeux à essayer. Parmi tous les autres qu'on a dit. Je pense qu'on va en avoir plusieurs à essayer là, prochainement. Et voilà, c'est ce qui complète notre top 10 jeux euro. J'espère que vous avez grandement apprécié. Si vous êtes d'accord ou pas avec nos choix, vous pouvez nous laisser des commentaires dans la version en bas. Ou quels sont vos choix de top 10 jeux euro. On aimerait ça aussi les connaître. Gênez-vous pas, allez nous laisser des commentaires. Merci les gars de m'avoir accompagné dans ce top 10. C'était vraiment génial. Sympathique. De mon côté, en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est qu'on s'est aperçu comment c'était vaste, parce qu'on a juste eu deux triple crossover. Donc, deux jeux qui étaient tous sur notre liste. Fait que je pense que la catégorie euro, c'est variable, c'est changeant aussi. On a des exemples de jeux hybrides qui intègrent plus un petit peu les dés, la chance, la thématique. Fait que on avait beaucoup de choix. Moi, j'ai apprécié beaucoup. Merci pour cette initiative-là. De mon côté, regardez, vous pouvez me suivre sur ma chaîne Mes Parties Pris. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook. Puis, avant de laisser la parole à mon collègue de l'école du jeu, je vous souhaite tous de vous amuser et faites une partie. Yes! De mon côté, je suis très content qu'on ait fait ce top 10-là parce que c'est certain que moi, de mon côté, j'entends parler de jeux que je connaissais déjà mais que j'ai pas eu la chance de tester puis là, ça me donne le goût. C'est vrai que ça va me coûter cher. Puis, ça m'a permis de découvrir aussi certains jeux comme ta position numéro 10 que je connaissais presque pas. Puis ça aussi, ça me donne le goût d'en apprendre plus sur ce jeu-là. Fait que je pense que, justement, là, si vous écoutez cette vidéo-là, je suis convaincu que vous avez, vous aussi, pris des notes, des jeux qui vous intéressent, que vous avez découverts ou des jeux pour lesquels vous êtes en accord avec nous sur leur position dans notre top 10. De mon côté, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube, l'École du jeu, sinon page Facebook du même nom, l'École du jeu. Puis, de mon côté, je vous dis salut, à la prochaine, merci pour votre écoute. Merci, je vous dis à la prochaine et continuez de gamer.